Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast créatif, plus précisément podcast de couture parce que même si les vidéos sont pas encore publiées au moment où je tourne, j'ai fait une vidéo en fait consacrée au tricot suite à des demandes, enfin des questions, donc où j'ai présenté un petit peu mes derniers achats tricot et où j'en étais dans mes réalisations, mes projets, etc. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vraiment axer couture, surtout que j'ai énormément de choses à faire. Ça commence bien, énormément de choses à vous montrer. Je pense pas tout vous montrer aujourd'hui. J'ai fait un petit tri. Avant de commencer plus en avant, vous l'aurez remarqué, j'ai une voix un petit peu éraillée. Alors je vais pas m'excuser d'être tombée malade. J'ai pas totalement récupéré ma voix, mais disons qu'aujourd'hui c'était le bon timing pour filer. Ah, ça va être compliqué, hein. Pour filmer. Parce que là je sors à peine de mon arrêt maladie et demain je reprends le travail, donc enfin voilà, j'ai une petite fenêtre de visionnage, non, enfin, pour filmer et du coup j'avais envie d'en profiter. Alors ce que je vous propose, j'ai hésité en fait, je me suis dit est-ce que je présente mes dernières cousettes ou genre ça s'est assez bien passé, est-ce que je présente mes créations d'avant ou ça aurait été en fait le podcast du fail. J'ai énormément de créations que j'ai pas... où il s'est passé plein de choses. Enfin, où à chaque fois il y a un truc, ça va pas. À tel point que c'en est presque... vous voyez, on a l'impression que c'est un mauvais ressort comique. Du coup, je vous propose d'alterner. Histoire de tempérer un petit peu le... j'ai raté et genre ça s'est bien passé. Je crois que je vais commencer par une cousette qui date du mois de décembre. Puisque non, je dis n'importe quoi, il y a encore des cousettes du mois de juillet, août que dont je vous ai toujours pas parlé. On va commencer avec... je me marre toute seule parce que... en fait je m'étais dit bah non, qu'est-ce qui s'était mal passé sur cette cousette. Et là je viens d'essayer de me remémorer du coup quand j'ai fait cette cousette, ce projet. Et donc, je vous présente la robe Magnolia de Direndo. Donc la robe Magnolia, est-ce que j'ai... Bah non, j'ai pas le dessin technique parce que j'ai acheté la pochette. Je l'ai en PDF et j'avais imprimé, il me semble, en A0, le patron. Et en fait, pour tout vous dire, c'est un patron que j'avais utilisé pour essayer de reproduire une robe du commerce, donc une robe mage, pour me faire une robe de Noël l'année passée. Donc pas genre Noël 2021, mais Noël 2020. J'avais fait ça dans un tissu plissé, enfin bref, la morale c'est que ça s'était pas du tout bien passé parce que j'avais un tissu plissé, vous savez, un tissu en polyester plissé, mais avec des tout petits plis. Donc en fait, vous pouvez pas faire le système des grandes bandes plissées, où vous mettez du scotch et vous cousez et tout se passe bien. Ce qui fait que là, du coup, ça s'était étiré. Enfin, la robe était juste informe. Oui, en passant, voilà. Mon bilan couture va être à l'image de ma manucure. C'est-à-dire, voilà, moitié bien, moitié il y a un problème, quoi. Je suis déjà en train de me perdre. Donc oui, donc voilà. Et donc je m'étais dit, bah c'est pas grave, je referai cette robe à un autre moment. Pour Noël, j'avais envie de me faire une robe avec un cache-cœur, une jupe un petit peu plus près du corps avec... En fait, pour tout vous expliquer, je voulais me faire une robe en vert, genre dans un vert, vous voyez, un vert profond, genre très, très beau. Je sais pas comment expliquer, il y a des tonalités de vert qui font tout de suite très Noël, très classe, très soirée. En tout cas dans mon imaginaire. Et donc je voulais ce cache-cœur de la robe Direndo avec une jupe, pas exactement celle de Direndo parce que celle de Direndo, je trouve qu'il y a un peu trop de volume au niveau de la taille et moi souvent ça a tendance à me transformer en femme enceinte ou à me grossir et donc du coup c'est pas vraiment flatteur étant donné que j'ai déjà un bas du corps plus large que le haut. Enfin voilà, donc j'ai une taille marquée, mais j'ai vraiment des hanches plus marquées,
enfin, oula, une taille marquée. Donc en fait, j'ai la taille marquée et d'autant plus que j'ai des hanches vraiment, je vais pas dire volumineuses, mais j'ai des hanches assez larges en fait. Et donc du coup, l'écart, dès que je rajoute du volume aux hanches, ça fait... en fait, ça fait parachute, quoi. Ça fait parachute ou robe de... Enfin, je sais pas. Bon, bref, ça me va pas du tout, quoi. Et donc, il y a un patron... McCall's Vogue, je sais plus exactement, où le bas de la jupe est exactement ce que je voulais, donc en plusieurs pans, mais vous savez, qui épouse vraiment les formes du corps, avec en fait une fente sur le côté qui commence mi-cuisse. Et à cela, non mais laissez tomber, je m'étais fait un truc de ouf. Et à ça, en fait, je voulais des manches bouffantes, un peu comme celle-ci, mais si vous voulez, qui remontent, enfin là, je peux pas le faire parce que du coup, pour le coup, c'est pas des manches français. Ma manche elle est là, voilà, déjà elle commence là. Avec des manches vraiment, vous savez, froncées, un peu bouffantes. Donc j'avais ça en tête et tout. Et donc pendant les vacances de Noël, j'ai principalement passé mon temps sur cette réalisation, que j'ai jamais eu le temps de finir pour Noël évidemment, puisque je m'y suis pris genre peut-être 2 jours avant. J'étais dans une période où je cousais pas tellement et j'avais pas envie de coudre, et puis d'un seul coup j'ai eu envie de coudre, mais c'était un peu trop tard. Et donc je me suis dit, bah c'est pas grave, au pire il y a le nouvel an. Et en fait ça a été En fait comment dire, ça aurait pu bien se passer, mais c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Bah déjà je vais peut-être vous montrer la réalisation finale pour que vous compreniez. Ça, c'est ma robe Magnolia de Direndo. Et donc, effectivement, comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit souci. En fait, en mettant la jupe du patron Vogue ou McCall's, enfin bon, bref, peu importe, je fais le montage, tout ça. Et il y a un truc qui me gênait. Je l'essaye. Et il y a un truc qui me gênait. Je me disais, cette robe, elle me met pas en valeur. Vraiment pas. Et donc, j'ai cherché et tout. Et je me sentais pas 100% à l'aise dedans non plus. Et en fait, je pense que c'est pas le fait que j'ai changé la jupe, parce qu'en soi, je m'étais arrangée pour faire coïncider le bas de la ceinture, donc ce qui correspond à ça, là, en dessous. Enfin, j'avais bien vérifié pour qu'en fait la jupe s'adapte parfaitement. En fait, le problème vient pas de là. Le problème venait que quand je mettais la robe, cette partie-là, au lieu de m'arriver... Je vais me lever pour que vous compreniez. Je peux vous poser mes affaires. Hop là. En fait, au lieu de m'arriver ici, genre à ma taille naturelle, le bandeau m'arrive ici. Et là, en fait, si vous voulez, ça, c'est mes côtes. Enfin, vous voyez pas grand-chose, mais moi, ma taille, elle commence ici. Et ici, c'est mes côtes. Donc, en fait, je sais pas si c'est parce que j'ai un buste plus long. Alors, il me semble sur les photos, j'ai pas réussi vraiment à voir en fait où était censée se positionner cette ceinture. Parce qu'il y a certains modèles avec des cache-cœurs où la ceinture, elle est légèrement plus haute que la taille, mais vraiment genre légèrement. Je pense notamment à un patron d'Apolline Patterns, pardon, qui s'appelle la robe Oriane, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a plein d'autres robes comme ça où en fait c'est cache-cœur et la croisure et la ceinture se situent pas exactement sur la taille naturelle. Enfin, du coup, moi ça m'a fait un espèce de truc, alors pas la Bridgerton, j'arrive pas à le dire, pas façon robe Bridgerton là, vous savez, qui sont vraiment hyper, genre où la taille commence en dessous des seins, mais vraiment ça me faisait un peu cet effet là, ce qui du coup fait que la jupe qui était censée épouser mes formes, bah forcément, comme le truc m'arrivait là, bah ma jupe elle partait comme ça. Donc non seulement on avait l'impression que j'avais pas mon vrai corps, et en plus c'était absolument pas flatteur. Donc sur le coup j'arrivais pas vraiment à savoir ce qui allait pas, donc j'ai même demandé à mon mec. Le pauvre, je suis allée voir, il me dit ah ça c'est une question piège non. Je lui dis non mais t'inquiète, moi j'ai déjà un avis, et du coup je lui dis il y a un truc qui va pas, mais est-ce que tu arriveras à savoir quoi? Et donc du coup il m'a dit la robe est très bien faite, mais il me dit oui il y a d'autres robes pardon, qui te mettent plus en valeur. En fait, je pense que le problème vient de la robe Magnolia, de l'adéquation patron morphologie et ouais, et en fait, avec le recul, quand je le porte,
la croisure et le bonnet, tout ça, je trouve qu'il y a un problème. Donc déjà, je trouve que ça, pour moi, ça arrive bien trop haut, ce qui fait que ça m'étouffe. Et puis en plus, du coup, tout le drapé sur la poitrine, etc. Bah alors, je sais pas si vous avez suivi mes anciens podcasts, mais c'est encore une fois une découpe princesse. Oui, j'aurais peut-être dû commencer par là en fait. Je suis du tout dans le désordre, hein, mais c'est pas grave, on a l'habitude. C'est une découpe princesse et je sais pas si vous voyez parce que mon tissu est pas hyper facile à montrer. Et je l'avais déjà dit dans un podcast, tout ce qui est découpe princesse, je sais pas pourquoi, ça me va pas du tout. Pourtant, j'ai essayé de regarder tout ce qui était les ajustements de buste, mais alors, je pense aussi clairement que j'ai pas les compétences pour faire ces ajustements-là. Pourtant, ça paraît très simple. En fait, comme j'arrive pas à juger de mon corps et par rapport à la norme où il se situe, forcément, je sais pas quoi faire. Parce que normalement, Direndo, je rentre globalement dans leurs mesures et dans le bonnet, tout ça, donc... Bon, donc ça a été la grosse déception. Parce que... déjà parce que j'ai pas eu de robe. Voilà. Ni pour Noël, ni pour Nouvel An. Ouais, j'étais un petit peu déçue. Surtout que j'avais mis vraiment beaucoup d'amour dans cette cousette, notamment dans les finitions. D'ailleurs, je vous l'ai présenté dans mes objectifs couture 2022. Ça faisait partie du coup de mes objectifs que j'avais commencé à respecter. Enfin, qui était justement de continuer à améliorer les finitions et à progresser sur des finitions que j'avais du mal à faire. Alors, du coup, et je vais peut-être vous parler aussi des manches. Les manches, alors pour le coup les manches, je trouve qu'elles s'adaptent parfaitement. C'est exactement ce que je voulais, même si ça avait été même encore plus bombé, tout ça, ça m'aurait bien plu. Et puis au bout, alors on va dire que mes modifications, elles sont pas du tout académiques. Mais voilà, à la fin, ça fait un joli bracelet de manches avec plein de fonces. Alors il y a un petit décalage, vous allez voir, quand je laisse sur mon cintre, voilà ce que ça donne. Je pense que ça doit être au fait que j'ai modifié le bas pour mettre un poignet de manche plus petit et que j'ai réparti en fait les fronces à ma sauce pour qu'elles se voient à un endroit. Bon, écoutez, c'est pas très académique, mais de toute façon, voilà, personne va venir vérifier. Et ça se voit pas quand je le porte. Alors, c'est dommage parce que ce haut, je le porte assez peu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les manches. C'est les manches du Vogue V90-76. Voilà, qui se présentent comme ceci. Vous voyez qu'ils sont très larges en bas. Là pour le coup j'ai fait aucune modification. En fait au début je m'étais dit je vais prendre un patron de manche, puis en plus je vais le modifier. Puis après je me suis dit Maëlie s'arrête parce que tu vas faire n'importe quoi. Déjà que rajouter des manches sur un autre buste, etc. Et normalement il y a des choses à vérifier. Je vous avoue que j'ai fait une toile. C'est ça le pire. J'ai fait une toile avec la Magnolia 38 pour vérifier et je me suis dit non, c'est sûr, c'est bien le 38 qu'il me faut et tout. Non, ça a l'air de bien tomber. J'ai réussi à faire une toile et à pas me rendre compte qu'il y avait un problème au niveau de la taille. Après, c'est ça la question en fait. Est-ce que c'est fait pour arriver là et j'ai un buste, une partie du buste plus grande que la moyenne ou est-ce que juste, ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, toujours est-il que du coup, je me suis dit, comme il y a des fronces, tout ça, au pire, si ça s'adapte pas, j'arriverai bien à faire quelque chose. J'ai essayé donc de faire ça sur ma toile. J'ai vu que ça marchait à peu près. Je me suis dit, bon, de toute façon, ça, c'était une toile à la base aussi. Enfin, j'ai fait une toile dans un papier, une toile à patron, puis ensuite dans ce tissu-là. Comme ça, je me suis dit, je serais pas déçue. Justement, pour parler de ce tissu c'est un voile de viscose vert bouteille de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'utilise en fait pour faire des toiles parce que quand c'est réussi, c'est très passe-partout. Donc, enfin voilà, c'est quelque chose que je vais mettre. Ça coûte pas cher, je crois que ça coûte 15 € les 3 mètres. Donc honnêtement, c'est un peu maintenant mon go-to. Enfin, j'aurais pu prendre du noir, mais bon, le noir, je trouve ça a tendance à choper toutes les petites poussières. Et comme j'ai un chat, je pense que vous allez voir, voilà. Donc, j'ai choisi une couleur qui est un peu... qui m'allait globalement. Ah. Bon, je pense que je vais réussir à... Je vais y arriver entre mon chat, le livreur, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire, du coup, sur... je vous ai parlé du tissu, des modifications. Alors, la pose de biais. La pose de biais, elle est incluse dans le patron. Donc ça, j'ai rien inventé. J'ai utilisé un biais Atelier Brunette. Et pour le poser, j'ai suivi la vidéo de Couture et Paillettes
qui propose en fait un sew along de la robe Magnolia, il me semble, et elle aborde notamment la question du FBA, SBA, en tout cas de l'ajustement de poitrine. Pour ce qui est des manches, donc les manches, je les ai pris comme je vous l'ai dit d'un patron Vogue. Et bon, j'ai foncé de manière habituelle avec 2 fils de fronce, en mettant le point à une grande largeur, donc je sais plus 3,5, 4. Souvent je fais, là je sais plus, je me suis arrangée pour que ce soit 1 cm ou non, les marges de couture ici elles sont de 1,5 sur les patrons Chaîne et Trame. Donc du coup j'ai dû faire une ligne de fronce à 1 cm et une ligne de fronce à 2 cm. Et ensuite je fronce et je tire, enfin je couds pardon au milieu à 1,5. Comme j'avais peur que la manche froncée, vu que c'est un tissu très fluide, retombe, j'ai fait un petit support. Alors pas en tulle parce que j'en avais pas et puis apparemment ça gratte, mais tout simplement en coton. Donc en fait j'ai pris un coton que j'avais dans mon stock et je l'ai froncé et je l'ai cousu et surjeté en même temps. Je me suis arrangée en fait pour que en termes de longueur ça arrive à la fin de là où je voulais que ça remonte. Je sais pas si c'est très clair, mais je voulais pas que que le coton aille plus bas parce que j'avais peur que sinon ça tende le reste de ma manche. Et après, bah, du coup, vous voyez, c'est cousu, comment dire, c'est un rectangle en fait. Hein, donc vous cousez les intérieurs, vous pliez en deux. Enfin, c'est pas du tout clair ce que je vous dis, mais bah, c'est exactement quand vous avez un triangle que vous pliez endroit contre endroit, vous cousez tout le bord, vous retournez et voilà. Et ensuite, j'ai foncé. De toute façon, si jamais dans ce que je dis, ce qui est fort probable, il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous réexpliquerai par écrit. J'ai pas fait de couture anglaise sur les épaules, je ne sais plus pour quelle... Ah oui, pour qu'il n'y ait pas de... Pour pas qu'il y ait d'épaisseur, de surépaisseur avec le biais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai changé la fermeture. Alors en plus, vous voyez, j'ai fait des changements qui au final ne servent à rien puisque le truc ne me va pas. J'ai quand même réfléchi à un petit bout de temps pour savoir comment j'allais faire avec la fermeture éclair. Parce que, comme c'était parti pour être une robe, je voulais pas de fermeture éclair sur le côté, j'aime pas ça, et je trouve pas ça esthétique. En fait, ça ne me dérange pas, moi, qu'on voit dans le dos une coupure avec une fermeture éclair. Donc j'ai modifié le patron, ça veut dire qu'à l'endroit où était prévue la fermeture éclair, bah, j'ai pas fait de fermeture éclair. Et dans le dos, puisqu'il n'y avait pas de fermeture éclair, j'ai simplement coupé au préalable ma pièce de patron en deux. J'ai rajouté des marges de couture pour être sûre que je puisse coudre. Enfin voilà, avoir la place de mettre mon zip qui sont invisibles et que j'ai suffisamment en fait de marge. Donc ça, j'ai juste réfléchi un petit peu en amont à comment faire. Et puis bah, j'ai fait pareil en fait pour la pièce de ceinture, tout ça. Et donc à la base, vous imaginez que j'avais une jupe, donc mon zip descendait en bas de ma chute de rein. Quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas, bah, j'ai dû découdre mon zip qui faisait 60 cm et j'en ai pris un autre et je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire parce qu'il fallait bien que je fasse, que je couse là. Mais en même temps, je m'étais dit que si je mettais mon zip de manière traditionnelle en l'ouvrant ici, j'allais être coincée. Oh, vous voyez vraiment rien. J'allais être coincée en fait ici parce que c'est ici que moi ça sert. Et en fait, j'avais déjà réfléchi à cette problématique sur un autre top de Patternette dont je vous ai pas encore parlé parce que j'avais juste fait une toile qui s'est avérée 1000 fois trop petite. Donc le 38 est un 38 vraiment qui taille petit et les indications en tout cas sont pas... Enfin, voilà, ça, bon, je m'éloigne. Mais en gros, Patternette, j'avais pris un 38. Le 38 était bien trop petit. Alors que pourtant, les mensurations indiquées dans le tableau de taille correspondent exactement aux miennes. Voilà, pour simplifier. Et bref, lors de ce top, j'avais réfléchi à comment me faire un top manche courte avec une fermeture dans le dos, sans pour autant, ou sur le côté, parce que je voulais pas faire une boutonnière ou quoi que ce soit. Et en fait, bah, quand vous voulez faire un zip invisible, la problématique,
c'est que le zip invisible n'est pas séparable. Donc j'avais réfléchi longuement à ça. Mon mec qui est plutôt lui dans la logique, la structure, enfin voilà, c'est un peu son domaine, il m'avait dit pourquoi tu mettrais pas ta fermeture éclair à l'envers? Et donc effectivement c'est ce que j'ai fait. Et voilà, et donc du coup elle s'ouvre de bas en haut et elle se referme comme ça. Et donc du coup, effectivement, comme en haut, avec le cache-cœur, j'ai largement de la place pour passer, c'était vraiment le bas qui posait problème. Et donc l'important, c'était que ça puisse s'ouvrir à cet endroit-là pour qu'ensuite je puisse refermer. Ensuite, l'autre problème, c'est que je ne savais pas quoi faire du bas de la jupe. Et j'allais pas rester non plus avec une ceinture. Et donc, j'ai repensé à un haut couples que j'avais vu un jour. Et je me suis dit, je vais y rajouter une espèce de basque, mais elle sera ouverte... parce que je commençais à être un peu à court d'idées. Donc, j'ai pris... En fait, je me suis aidée du patron de la Dédé Orchidée. Non, mais enfin, vous voyez la machine... Enfin, vous voyez quand même le truc de l'enfer. Hein. Tout ça pendant mes vacances de Noël. C'était fort reposant. J'en perds mon... Bref, me voilà en train de recouper des panneaux, de m'arranger pour que... ce soit invisible, de coudre au plus près possible ici pour pas que ça se voit. J'ai fini du coup le bas par un ourlet rouloté parce que j'étais au bout de ma vie et j'en avais marre. Et puis dans le dos j'ai pas eu le choix, c'était déjà ouvert. Donc comme il y avait cette problématique de il faut que ce soit ouvert par ici pour que je puisse passer mon corps, j'ai laissé ça quoi, voilà. Et en fait quand je l'ai terminé, j'étais pas si désespérée que ça. C'est très propre. L'intérieur, si vous voulez, j'ai cousu, je sais pas si vous allez voir, en fourreau ma ceinture aussi loin que j'ai pu. Et il y a juste une toute petite portion que j'ai faite à la main. Est-ce qu'on parle de mes poignées de manche? J'ai pris tellement de temps et d'amour. J'avais mis ces petits boutons que j'aime tant. J'avais fait donc un... Comment on appelle ça? Une fente indéchirable que je m'étais appliquée. En plus, il y en a une que j'ai dû recommencer parce qu'au moment de le faire, il y avait un petit trou et je me suis dit que ça allait se déchirer. Enfin bon. Tout ça pour dire que c'est pas... je l'ai pas vraiment beaucoup mise et en fait, je la portais assez peu parce que... Je sais pas si déjà c'est très flatteur sur moi, cette forme, et puis les basques là qui... Ouais, ça part dans tous les sens à un endroit de mon corps où on se dit que c'est pas censé faire ça, bon. Et par contre, j'aime bien les épaules, et puis au niveau du décolleté, c'est pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, je saurais pas dire quoi, mais j'ai pas l'impression que le patron soit ajusté au mieux possible sur ma morphologie. Et puis, si vous voulez, une fois que j'ai mangé, heureusement, je suis un peu mince Enfin, vraiment, dans les mensurations, je suis assez fine de la taille, mais bon, là, déjà, vu que ça correspond pas à ma vraie taille, je vous avoue qu'il y a un moment où j'étouffe un petit peu et que je suis un peu... Voilà, j'ai la sensation, si vous voulez, d'un corset, quoi. Donc voilà pour cette création. Ça m'a pas mis dans de bonnes dispositions pour coudre. Mais j'étais un petit peu dégoûtée. Je sais pas ce que je vais en faire, je vais peut-être la mettre sur Vinted, je sais pas. J'ai passé tellement de temps dessus, hein, puis je veux dire, oui, franchement, techniquement, j'ai pas fait de grosses boulettes, quoi, mais juste, ça me va pas aussi bien que ce que j'aimerais. Donc, et en plus, c'est un peu trop petit. Ça arrive. On va dire que c'est un projet que j'ai essayé de sauver du mieux possible, donc je suis allée jusqu'au bout des finitions parce que je me suis rendu compte que parfois... Un projet où il n'y a pas de finition, on l'aime pas forcément et parfois il suffit juste de rajouter des boutons sur une chemise par exemple et ça change radicalement l'allure d'un vêtement. Donc maintenant je m'efforce de... Sauf si vraiment tout de suite je me dis c'est mort, j'aime pas la couleur ou il y a un gros problème, mais quand c'est des choses comme ça où je sais pas trop quoi en penser, j'essaye de vraiment finir et de voir ensuite.
à ça, enfin non pas suite à ça, je sais plus dans quelle ordre j'ai fait, j'ai réalisé cette chemise que vous voyez ici que je porte. Je vais essayer de vous la montrer. Hop. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez correctement, mais c'est un patron en fait que je vous ai déjà présenté, enfin dont je vous ai déjà parlé. C'est la blouse Blondie de Un chat sur un fil. J'en avais déjà parlé dans un précédent podcast que vous pouvez retrouver. Je l'ai toujours fait en taille 38. Je sais pas si je devrais faire la taille 36 parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même légèrement grande. En fait, c'est une blouse cache-cœur avec des plis. Là, on dirait plutôt que j'ai des fronces, mais il y a bien normalement des plis qui sont formés au niveau des épaules et qui créent un espèce de drapé. Vous avez des manches légèrement bouffantes en bas avec un bracelet de manche puis une fente indéchirable. Non. Bah, je ne sais plus. Je sais plus parce que c'est un patron que j'ai modifié. J'ai modifié les finitions. Donc déjà, le bracelet de manche, en fait, c'est un bracelet de manche qui correspond à la taille de mon poignet et que j'ai pris sur une blouse Cézanne dont je me suis inspirée. Et la fente indéchirable, non, la fente indéchirable, je l'ai rajoutée aussi parce que eux, ils mettent une espèce de goutte, enfin, ils créent un truc moche. Bon, bref, c'est pas la finition pour le coup, une fente indéchirable, c'est bien plus beau, bien plus propre. Si vous ne savez pas faire de fente indéchirable, il y a plusieurs tutos sur internet. Alors il y avait les tutoriels de Rachel Lajoie qui en fait, au moment où je faisais la blouse précédente que je vous ai montrée, elle a arrêté suite à des polémiques sur internet, je ne sais plus exactement ce dont il était question. En fait, elle a retiré ses tutoriels. Donc en fait, elle les a retirés au moment où moi j'étais en train de faire ma cousette. J'étais désespérée. C'était hyper bien expliqué, mais je pense que vous en trouverez d'autres. Alors moi je les avais testés, j'aimais moins. Il me semble qu'il y a une vidéo de Made in Estelle et une vidéo de Mounasso. Mais voilà, moi mon préféré c'était les vidéos de Rachel Lajoie sur la manière de coudre en fait sa fente. Qu'est-ce que je peux vous dire? De ce que je me souviens, en fait, elle prenait une bandelette bien plus large, en fait. Donc par exemple... vous savez, quand vous avez votre manche, en fait, elle est juste, vous coupez ici, vous voyez rien, vous coupez ici, là, et donc du coup, ça vous fait cette ouverture-là. Vous prenez une bande qui fait en gros cette longueur-là, en gardant une petite marge de chaque côté pour pas avoir à coudre au ras-bord. Elle disait qu'elle ne coupait pas cette bande dans le biais nécessairement, et effectivement, moi je peux couper dans le biais, et ça tient bien. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'au début, vous commencez à coudre. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on coud un biais, parce que, là, clairement, dit comme ça, de manière théorique, c'est pas ouf. Enfin, vous savez, un biais, ça se coud, ça se replie, bon, voilà. Mais en gros, pour la première couture, elle coud de haut en bas d'ailleurs, je crois que vous savez... Ah non. Elle coud de haut jusqu'à peu près au milieu. Donc de manière normale, alors je sais plus si c'est à 5 mm ou je sais plus, enfin bref, elle coud bien au ras-bord comme il faut. Et puis en fait, à partir de là, elle va légèrement se rapprocher du point de rupture à quelques millimètres près de votre... je sais pas comment on appelle ça, là, de la fin de votre fente. Puis ensuite, vous plantez votre aiguille, vous continuez un petit peu à coudre toujours au ras-bord. Et là, en fait, vous pouvez facilement tourner votre bande pour coudre la deuxième partie. Je suis en train de faire des gesticulations, je pense que vous comprenez pas grand chose à ce que je dis, mais toujours est-il que c'était bien mieux expliqué par elle avec une vidéo. Et en fait, cette manière-là de faire, j'ai trouvé que c'était la plus propre et la plus réussie à chaque fois. Alors il faut faire attention parce que quand vous arrivez à cette pointe-là, on est à quelques millimètres, il faudrait surtout pas décaler son aiguille genre d'un peu trop, parce que sinon effectivement ça se découd. Ce qui m'est arrivé la première fois. Donc il faut vraiment planter son aiguille, je dirais à 2 mm et quelques. Il faut bien calculer son coût. Mais franchement, ça fait un rendu nickel, on n'a pas de pli du tout. Puis ensuite, vous faites le fameux petit bec là, où vous cousez pour qu'ensuite ça fasse ceci de l'autre côté. S'il y a des débutants et débutantes parmi vous... Bon, de toute façon, c'est toujours compliqué d'expliquer des choses comme ça de manière théorique, mais voilà, vous trouverez de quoi illustrer ce que je viens de dire de manière plus précise.
Donc voilà pour cette chemise. J'ai cependant changé des choses. Alors donc si je récapitule, moi j'ai changé les poignées de manche, j'ai changé la fente indéchirable. Et là ce que j'ai fait sur celle-ci, j'ai changé le montage du bas. Je vais juste vous montrer normalement le montage prévu dans le patron. En fait, dans le patron, eux, ils veulent qu'on couse des boutons ou je sais pas quoi. Ce qui m'a donné sur ma version précédente un truc pas très propre. Alors après, moi, elles sont souvent rentrées dans le pantalon, donc du coup, ça pose aucun problème. En fait, si vous voulez, donc ça, c'est ma première version. Je sais pas si vous voyez le pan croisé, moi, je l'ai cousu, en fait, ici. Ça, c'est cousu, donc c'est vraiment du travail pas très propre. Et donc, en fait, eux, ils disaient de mettre des boutons. Moi, je voulais pas mettre des boutons, donc en fait, j'avais cousu directement sur mon tissu. Vous voyez pas très bien, parce que la couleur, elle est pas... Moi, ce que je voulais, c'était un rendu plutôt comme ceci. Donc ça, c'est une blouse Cézanne que pareil, j'avais déjà présentée. Où en fait, le pan est directement intégré, je sais pas si vous voyez, dans la couture de côté. Donc du coup, j'ai essayé. Vous voyez bien qu'ici, j'ai pas cousu. En fait, tout est pris en sandwich ici. Donc ça demande juste une petite gymnastique. Ça veut dire que quand vous cousez le côté, vous cousez... endroit contre endroit pour faire ici votre couture. Et en fait, le pan qui arrive d'ici, bah c'est pareil, vous le glissez à l'intérieur. Franchement, je crois que dans cette vidéo, toutes les explications craignent à mort. Bon, en gros, vous avez donc, imaginez ça, c'est votre tissu. Pour le coudre, il faut que vous fassiez ça. Et bah, vous imaginez qu'en fait, ce pan-là, c'est comme s'il appartenait avec ce pan-là. Donc, vous prenez en fait vos deux tissus comme ça. Ça, c'est de l'explication. Et hop, enfin non, c'est pas clair. Oh. En fait, il faut imaginer que... imaginez, ça c'est mon pan, je veux le coudre à l'intérieur. Vous avez votre tissu qui est ici. Hop, vous considérez que ça fait qu'un tissu. Et hop, comme ça, vous faites endroit contre endroit. Donc évidemment ça crée ce petit truc là, mais c'est pas du tout grave, enfin en fait ça m'a pas pu s'inquiéter, c'est comme ça sur la blouse que je portais Cézanne, ça m'avait absolument pas dérangé. Par contre, petit conseil, comme ça fait beaucoup d'épaisseur, surtout qu'ici vous avez une parmenture, et ça j'avais oublié de le prendre en compte, ça fait beaucoup d'épaisseur, vous avez 1, 2, 3, 4 épaisseurs, et au début moi je... fan des finitions neck plus ultra, j'ai oublié mon adage préféré qui est que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que sur ce côté-là, j'avais fait des coutures anglaises. Autant vous dire que j'ai un boudin sur le côté. Je vous montre, je sais pas si vous voyez. Ça me fait un boudin de la mort qui tue, hyper épais, pas du tout esthétique. Et là, pour le coup, j'ai voulu trop bien faire et je me suis compliqué la tâche. Donc en fait, si vous voulez faire comme j'ai fait sur cette blouse, je vous invite du coup à joindre les épaisseurs ensemble, mais à coudre en fait à la machine et à faire ensuite un surjet. C'est ce que j'ai fait du coup sur l'autre côté. Donc c'est bien, j'ai une blouse avec un côté couture anglaise, un côté surjeté. Ici c'est pareil, comme il y a beaucoup d'épaisseur, bah, de toute façon la question ne se pose pas puisque vous avez... Ah non, pareil, je vais vous dire, j'avais changé ça aussi. Sur ma blouse précédente, suite à une bêtise de ma part, j'avais été obligée le dos de faire comme si c'était un empiècement chemise. En fait finalement j'aimais bien, donc j'ai gardé ça aussi. Ce qui m'a permis d'avoir des finitions propres en haut, puisque ça fait comme une chemise. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais me dessaper, mais de manière correcte. Est-ce que vous... Je trouve ça le problème quand on présente des trucs. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Là, en gros, j'ai une pièce en plus. Ça fait un empiècement en fourreau, en fait, comme une chemise. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo de la chemise liseron. Hein, je vais vous montrer peut-être le dos, ce sera plus parlant. Vous voyez bien qu'ici j'ai une coupure comme pour une chemise, à ceci près que j'ai pas de dos ni de fronce dans le dos. Et en fait cette partie là, j'ai fait la même chose à l'intérieur pour que du coup on n'ait pas les coutures.
Et donc ça fait que ici, je sais pas si vous voyez, mes coutures sont prises en fait dans ces deux pièces ensemble. C'est dur, hein, c'est dur aujourd'hui. Bah voilà, écoutez, j'en suis très satisfaite, mais par contre, je pense que j'aurais pu faire un 36. En même temps, l'autre, j'avais fait aussi un 38. La viscose a tellement rétréci que je me dis, bon bah dans le doute, avec une viscose, il vaut mieux faire un 38, parce que si la viscose rétrécit à chaque lavage, à la fin, je vais me retrouver avec un 34. Donc après, je sais pas si c'était juste à cause du tissu. Là, la première blouse que je vous ai montrée, c'était une viscose que j'adore, hein, mais qui... Elle vieillit un petit peu de manière très étrange. Je l'avais achetée au marché Saint-Pierre. Et elle se trouvait aussi à Tissu Rennes. Actuellement, au marché Saint-Pierre, vous trouvez le même tissu, mais dans des coloris différents. Et ce tissu-là, c'était un tissu que j'avais acheté chez Mercerine. C'est aussi une viscose, mais qui me semble vieillir un peu mieux. Après, c'est difficile à dire parce que celle-là, je l'ai aussi énormément portée, mais comme je l'ai faite bien après, celle-là, je crois que je l'ai faite juste avant Noël, juste avant décembre. Je l'avais terminée pile avant les vacances de Noël. Bah, je l'ai moins portée que l'autre que je mets quasiment depuis un an, peut-être pas non-stop, mais c'est une blouse que je mets très régulièrement. Et puis, pour vous donner une indication, parce que c'est vrai que dit comme ça, c'est peut-être pas... Imaginez, je la mets une fois par semaine et puis du coup, alors à chaque fois que je la mets, je la lave, c'est-à-dire que je la porte une journée, je la lave parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis enseignante et je suis quelqu'un qui, de base, ça a évolué, mais bref, je suis plutôt frileuse, mais par contre, quand je fais cours, je meurs de chaud. Je meurs de chaud immédiatement. Et puis le fait de faire cours et surtout mes premières années, c'est pas que je transpire, mais disons qu'en fin de journée, mes vêtements partent tous au sale. Voilà, tous sans exception. Je pense que c'est parce que je passe la journée à courir, enfin voilà, c'est comme si je faisais du sport. Donc du coup, ouais, je peux absolument pas garder mes vêtements en me disant non, mais je les remettrai la semaine prochaine ou demain. Je me suis posé la question, en fait, je me suis dit est-ce que je vais le dire dans mon podcast ou pas, mais peut-être que pour certaines personnes se disent peut-être que c'est une évidence de laver ses vêtements chaque fois qu'on les porte. Il y a des vêtements, typiquement des jeans, des pantalons, des trucs comme ça. On dit souvent de toute façon, par exemple des pantalons, des jeans, faut pas les laver, ça sert à rien de les laver à chaque fois. Mais là, des t-shirts, tout ça et des chemises, encore si je la mets 2 heures et qu'il se passe pas grand chose, je veux bien, mais après une journée de cours, que là, les cours aient duré 4 heures d'affilée ou 7, mes vêtements sont immettables. Obligée de passer par la machine à laver. Pourtant, je suis pas du... Enfin voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je suis pas le genre de personne à transpirer énormément, mais ouais, c'est juste pas possible. C'est pas du polyester, donc ça vient pas de ça. Mais... Enfin voilà pour l'anecdote. Donc du coup, tout ça pour dire que l'état de ma première version s'explique voilà, par ce... C'est-à-dire que je la mets très régulièrement et elle est lavée chaque fois qu'elle est portée. Donc du coup... en termes d'usure, excusez-moi l'expression, elle prend cher quoi. La viscose de Mercerine, je sais pas quoi en penser. Ça fait des petites... est-ce qu'on voit? Vous voyez, ça fait des petits trucs, des petites peluches blanches qui viennent. Et je sais pas si vous allez voir... Attendez, je pense qu'on voit rien. Je sais pas si vous voyez les petites peluches qui sortent du tissu là, ici. Et ça... Ouais, ça fait des... Je sais pas si vous voyez, non, je pense pas. Enfin, vous voyez que je tire d'un truc là. Donc, pareil, je ne sais pas combien de temps cette viscose va durer. Pourtant, je ne l'ai pas forcément maltraitée plus que ça. Enfin, voilà, des vêtements, c'est fait pour être porté, pour être lavé. Je les mets pas à 40 je fais un lavage normal à 30 avec un essorage à 800. Souvent, je les mets dans des filets. Enfin, voilà, retournés, mais bon. Et puis, j'ai cousu un petit bouton pression. Voilà. La prochaine étape, j'aimerais que sur ce type de vêtements, plutôt que de faire une parementure, j'aimerais bien faire un biais. Je pense notamment, là j'ai acheté un tissu, une mousseline de soie verte, magnifique, pour imiter une blouse Cézanne dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et en fait, je pense qu'une parementure comme ça va faire très grossier, très moche.
Et donc voilà, prochaine étape, refaire la même chose, pas faire mes bêtises, donc faire vraiment couture et surgé, et puis rajouter un biais sur l'encolure, ce qui m'éviterait en plus de devoir coudre à la main ma parmenture qui rebique sinon. Et que je suis obligée constamment de repasser ici aussi, raison pour laquelle, entre autres, souvent je sous-pique. Donc sous-piquer, c'est quand... Je l'ai fait là? Oui. Sous-piquer, c'est quand vous cousez dans la couture, mais dans le côté qui se voit pas. Alors là, évidemment, vous voyez rien du tout. On peut surpiquer, ça veut dire que j'aurais pu surpiquer au-dessus et ça se serait vu. Mais sur des choses comme ça, moi, je sais pas si vous voyez mes petits points là, je sous-pique à la machine. Ce qui permet de la maintenir un petit peu pour éviter déjà qu'elle se barre au niveau ici de la couture. Très réussi, les couleurs m'ont mis en joie au mois de décembre quand il faisait clairement dégueulasse. Ouais, c'est vraiment une cousette que j'aime beaucoup, que j'ai énormément mis avec des pantalons un peu baggy, resserrés à la taille, etc. Mais un peu genre slouchy en bas. J'avais notamment un pantalon qui malheureusement a rendu l'âme très récemment. Ça faisait un ensemble trop bien et en fait le meilleur critère... Enfin, je sais pas si je devrais dire ça, mais en fait, c'est les élèves. Ça veut dire qu'un jour, je me suis habillée comme ça. Moi, je me suis dit, oh, ça va, c'est pas mal l'ensemble et tout. Et bon, j'ai des 5e cette année. Et ils sont très nature. Très nature. C'est-à-dire, s'ils n'aiment pas quelque chose, ils vous le disent. Mais quand ils aiment quelque chose, ils vous le disent aussi. Il y a une espèce de candeur chez eux qui est assez... qui est très touchante. Et donc, du coup, ils m'ont vue et il y en a plein qui disaient, Madame, vous êtes trop belle. Ça vous va trop bien. J'avoue, j'étais pas peu fière. Donc voilà pour cette petite blouse que j'aime beaucoup. Je le redis pour ceux aussi qui seraient peut-être arrivés récemment sur ma chaîne. La blouse Blondie, c'est pas un patron qui est facile d'accès de prime abord. Pas à cause de la réalisation, mais à cause déjà du patron en lui-même, où il y a des lignes de partout et vous savez pas à quoi ça correspond. Et puis il n'y a pas de couleur, donc je pense que leur patron mériterait d'être un petit peu revu. Je ne sais pas si c'est le cas depuis, je sais qu'ils ont sorti de nouveaux patrons, donc je ne sais pas si les nouveaux patrons se présentent de la même manière. Mais niveau clarté, c'était absolument pas ça. Après évidemment, vu que j'ai déjà fait, c'est ma 2e version et c'est un très beau patron que j'aime énormément. Si vous avez besoin de conseils, etc., n'hésitez pas. Je pourrais peut-être vous aider. Ça vous évitera vous aussi de couper votre tissu au mauvais endroit et de devoir du coup créer un empiècement chemise dans le dos comme j'ai dû le faire. Puis dernière chose, normalement il y a des épaulettes que moi je ne mets jamais. Je trouve qu'en fait ça se fait déjà, ça fait déjà bien. Est-ce que j'avais autre chose à rajouter? Non, bah non, voilà, j'ai d'autres versions de prévues. C'est vraiment un patron que j'adore. La première fois que je l'ai fait, j'ai beaucoup pesté, mais le rendu vaut la peine. Donc voilà pour ce patron. Donc le premier, on pouvait le mettre dans la catégorie semi-fail. Là, c'est genre plutôt réussi. Je vais vous montrer ensuite 2 t-shirts qui vont ensemble. Toujours dans ma résolution de faire des finitions plus propres. Une de mes envies, c'était de faire une bande de propreté sur des t-shirts en jersey. Surtout que j'ai reçu, donc par un couvreuse, pareil, cet objectif, je peux dire qu'il est rempli, mais je l'ai pris en main, donc je suis assez contente, j'ai pu bien m'amuser avec, etc. Et donc je me suis dit, je vais faire la totale, je vais faire les ourlets à la recouvreuse et je vais me faire une bande d'encolure, enfin une bande de propreté. Donc si vous voulez, la bande de propreté, c'est ceci. C'est ce petit truc-là. Qui permet de cacher dans le dos les coutures. Parce que là, si je vous montre, voilà. Là, vous voyez, il y a mon surjet. Et alors qu'ici, mon surjet est pris est caché par la bande de propreté. Alors, ça, c'est mon t-shirt. Je ne sais pas si vous voyez très bien. De toute façon, à chaque fois, je vous aurais normalement mis des vidéos. Donc, ce t-shirt, c'est le t-shirt Jeanne de Ready to Sew. C'est mon patron de t-shirt basique. Que j'utilise à toutes les sauces, c'est ma 3e version. C'est ma 3e version. J'ai fait des bêtises dessus. Alors, pour vous expliquer, déjà, j'ai cousu, en fait, j'ai coupé ma pièce de patron de devant pour créer justement cette, comment on appelle ça?
cette coupure. En fait, j'avais vu ça sur Instagram. Il y a quelqu'un qui avait fait un t-shirt comme ça avec pas un empiècement, mais en gros qui avait coupé son truc de devant pour faire... twister un peu son t-shirt, ça rendait trop bien. Et en fait, moi, je l'avais fait sans faire exprès sur un t-shirt à épaulettes dont je vous parle pareil dans une précédente vidéo parce que j'avais pas assez de tissu. Et donc, j'avais été obligée de couper en deux, de recoudre histoire d'avoir assez de place. Donc là, ça, c'était volontaire. Entre-temps, je me suis plantée parce que souvent, quand j'ai des tissus, parfois, ça m'arrive de couper la pièce de patron sur le bord du tissu, vous savez, comment on appelle ça, sur la marge non, comment on appelle ça? Pas le droit fil, non. Bref, vous savez, sur chaque côté d'un tissu, il y a toujours une petite bande qui est légèrement différente. Et sur les t-shirts en jersey, ça prend la forme on dirait un peu de la colle ou je sais pas quoi qui a séché sur un tissu. En fait, souvent, je coupe, quand je suis vraiment en rasibus, je coupe dessus parce que je me dis, de toute façon, au pire, ce sera dans la marge de couture, donc peu importe. Et là, j'ai mal calculé mon coût, ce qui fait que j'avais les taches du bord du tissu qui apparaissaient ici. Donc, j'ai dû ratiboiser un petit peu le devant. Je me suis dit, je vais devoir modifier ma bande d'encolure légèrement parce que du coup, forcément, j'ai grignoté sur ma bande, sur mon devant ici. Donc, ayant moins de tissu, je me suis dit, il va peut-être falloir que j'ajuste la bande d'encolure. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme bêtises sur ce t-shirt? Ah oui, je vais commencer par les bêtises, puis ensuite je terminerai sur ce que j'ai fait de bien. Très contente de découvrir à ce moment-là un tuto sur Instagram et sur YouTube pour faire une bande de propreté. Je me dis, c'est parti. Donc je prends toujours ce magnifique tissu que j'adore. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Sauf que j'ai oublié de prendre en compte que ce tissu-là, c'est du coton. Et que ce tissu-là, c'est du jersey. Mais en plus, c'est du jersey extra fin. Je crois que c'est le jersey Anaya de fibre mou de muscade qui est vraiment hyper fluide. Je pense que ça se voit quand je fais ça. Hyper fluide et donc beaucoup plus fin que les autres jerseys que j'avais sous la main. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'en fait, au début, ça gondolait. Ça gondolait notamment quand je le portais. Je pense que vous voyez un petit peu le truc que ça fait là. Et donc en fait, j'avais un espèce de bec dans le dos. Bon, après, c'est pas très grave, c'est un t-shirt. Ça s'est calmé quand je l'ai lavé, donc voilà, parfois ça peut arriver. Le fait déjà de bien repasser et puis de laver parfois de laver son ouvrage, ça, je sais pas, la chaleur, je sais pas exactement, ça a un peu changé les choses. Donc tant mieux, parce que là du coup ça a été à mon avantage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur ce t-shirt? Enfin bon, du coup, ouais, au début j'étais un petit peu deg, mais finalement ça c'est bien, hein, c'est une histoire qui se termine bien. Les bracelets de manche, je les trouve un peu petits et en fait la prochaine fois sur le patron je les rallongerai. Il faut que je fasse un point pour que ça tienne. En bas souvent je couds, mais là je ne l'ai pas fait. Et pour vous raconter aussi la dernière boulette que j'ai faite sur ce t-shirt, justement en me disant tiens, mes poignets de mes bracelets de manche ils sont vraiment trop petits, je comprends pas, sur mon autre version ça me fait pas ça. Bah oui, le problème quand vous cousez un patron régulièrement, c'est qu'il y a un moment vous oubliez les instructions dans le détail. Donc là je suis allée revoir le patron Jeanne, et là j'ai découvert que les marges de couture étaient de 0,6. Moi avec ma surjeteuse, alors parfois je couds à ras du couteau, donc je suis déjà à un peu plus de 0,6 parfois. Et puis parfois, je cousais au bord de la surjeteuse, qui correspond genre à 1,2. Je me suis dit, tu m'étonnes si j'ai cousu mes bracelets de manche déjà à 1,2 au lieu de 0,6. Forcément, j'ai perdu 6 mm, déjà ça peut pas aider. Et je me suis rendu compte pareil ensuite que cette partie-là, en fait, se coud sur l'épaule. Enfin, bon, bref. Donc j'ai fait pas mal de petites bêtises qui ont peu d'incidence sur un t-shirt en jersey comme ça. Et en bas, j'ai fait mes premiers... j'ai utilisé ma recouvreuse. Alors il y a un moment où je me suis un peu foirée, mais en même temps c'était la première fois où je testais vraiment. Et donc effectivement, vous avez une finition très très propre. Pour ce qui est du fil, moi j'utilise du coup mes canettes de fil. En fait je prends du fil, quand je sais que j'ai un ouvrage comme ça, j'aime bien avoir enfin, vous voyez le fil quasiment de la même couleur pour que ça fasse vraiment un t-shirt du commerce. Sinon je trouve que ça fait... Après c'est chacun son truc, hein. Le deuxième t-shirt que j'avais fait c'était du ocre et les fils de surjet sont en blanc, hein, parce que c'est au tout début. Je me suis rendu compte qu'en fait ça
Ça me saoulait, donc maintenant j'achète les bobines en fonction. De toute façon, il y a des couleurs, ces couleurs-là, je les mets tellement. Bah, vous voyez, mon chouchou, c'est la même couleur, enfin, c'est une même variation, que du coup, c'est pas grave s'il me reste des fils. Donc j'achète 4 fils de 200 grammes, ça me permet de surjeter, surfiler, et de faire la finition de bas, parce qu'ensuite, ces bobines Gutermann ou Mettler, je les mets sur ma recouvreuse, et puis voilà. Et puis, ça me permet aussi de faire quelques finitions à la machine, parce que souvent, pour faire joindre, vous voyez les dessus, alors je vous dis ça, et là, c'est pas hyper réussi. Enfin, personne va aller voir mes dessous de bras. Hein. Ah si, ça va. En fait, pour faire la jonction, souvent, je sais pas si vous voyez, jonction plutôt pas mal. Hein. Franchement, là, plutôt fière. Franchement, des deux côtés, je me suis améliorée au début. J'avais beau planter des aiguilles, tout ça, j'arrivais jamais à être face à face. Je sais pas si vous voyez. Voilà, moi je suis un peu maniaque de ces trucs-là. J'aime bien que ce soit aligné et le plus propre possible. Après, les fois où il y a un petit décalage, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, pourquoi je dis ça? Ah oui, non. Donc ce type-là, en fait, ce que je fais, c'est que je le fais d'abord à la machine et après je passe au surjet. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de décalage. Parce que si vous faites tout à la surjeteuse, ça va plus vite. Mais vous avez forcément un décalage parce qu'il y a toujours un tissu qui est pris un tout petit peu après. Et en fait, autant sur le côté du t-shirt, tout ça, ça pose pas de problème. Mais sur des points sensibles comme ça, où ça demande de la précision, bah, la surjeteuse, c'est pas une machine de précision. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses pareil. Alors maintenant je le fais plus, mais tout ce qui est encolure ou avant je fixe d'abord avec un point à la machine, donc point zigzag, ou pour tester, et déjà c'est plus facile à enlever qu'un surjet, et ensuite seulement je surjette. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, comme d'habitude je fais toujours une petite surpiqûre, mais là j'avais oublié de la faire, donc je l'ai faite après coup. Et puis ce point là je l'ai fait pareil au point de chaînette de ma recouvreuse pour plaquer du coup l'encolure, le surjet devant. Du coup on voit pas, mais je sais pas si vous allez voir. Vous voyez ça là? Et ben ça c'est mon point de chaînette qui repasse sur mon surjet. Et ça permet de tenir la couture de devant. Alors c'est pas... Ouais, si, c'est globalement régulier, ça fait un mini petit boudin. J'ai essayé de faire un truc un peu pareil comme dans les t-shirts du commerce, mais j'étais plutôt satisfaite, mais je ne l'ai pas porté tant que ça, parce qu'au début, comme j'avais le problème de l'encolure, voilà. Du coup, pour vous expliquer pour la bande de propreté, ce que j'ai fait, c'est que normalement, vous pouvez la coudre après coup, comme un biais, ou comme si vous vouliez ganser des coutures. J'espère que c'est les termes exacts. Moi, ce que je fais, c'est au moment de coudre l'encolure, donc vous placez votre encolure endroit contre endroit, et ben en fait, vous voyez, c'est comme si j'avais fait ça, voilà. Je vais vous montrer avec ça. Imaginez, vous mettez votre bande d'encolure et endroit contre endroit. Et ben en fait, je vais y arriver. Je mets ma bande de propreté ici, que je replie sur les côtés déjà en amont, et en fait je surjette tout d'un coup. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc imaginez on est là-dessus, là en fait j'aurai ma bande qui serait incluse là-dedans, et j'aurai juste à la replier, à la glisser en dessous et à surpiquer. C'est très clair. Donc vous voyez là, on voit bien qu'il n'y a pas de trace de couture parce que j'avais inclus en fait ma bande dans la couture. Et ensuite à la fin, j'ai juste glissé la bande en dessous et j'ai surpiqué à la machine. Donc ça par contre, je l'ai fait à la machine à coudre. Alors là pour le coup, du coup, ça fait à l'extérieur, j'ai assez bien... c'est assez régulier, mais il faut faire quand même du coup attention parce que si jamais vous glissez mal votre bande de propreté ici, qui a un gros décalage, bah, du coup votre décalage va se voir ici. Pour le coup, vous surpiquez depuis ici pour être sûr de bien prendre en sandwich votre bande, etc. etc. Franchement, si jamais il y a des petits trucs comme ça, des petites astuces que... Alors, je dis pas que je vais faire des vidéos tuto, mais si vous voulez que ça fasse l'objet à part entière pour le jersey ou des choses comme ça, où je vous montre pas mes astuces, mais tout ce que j'ai réussi à collecter pour faire des finitions, notamment pour débutants avancés, parce que moi, clairement, j'ai du mal à trouver tout ça, hein, comment on fait une bande de propreté, etc. Moi, j'avais pas ça dans les patrons que j'avais achetés.
Et c'est en collectant des vidéos sur Instagram, sur YouTube, etc. que j'ai réussi à trouver toutes les infos pour le faire. Alors qu'en soi, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Et ça fait tout de suite un rendu quand même plus beau. On ne savait pas comment on fait un bracelet de manche pour qu'il y ait un revers en fait sur la manche. Alors ça se voit pas, mais parce que normalement, vous voyez, ça fait un petit bracelet de manche type revers. Donc c'est, enfin moi j'aime beaucoup ça. Alors c'est pas bête, avec de la réflexion et de la logique vous arriveriez à trouver, mais bon, quand on peut gagner du temps, c'est toujours agréable. Donc voilà pour ce t-shirt. Je sais pas si je l'ai dit, si je vous ai dit que c'était du jersey fibre mou d'Anaya couleur muscade que j'ai acheté sur ma petite mercerie. C'est du jersey de viscose. De toute façon, aujourd'hui, je me suis rendu compte que en fait, j'aime pas le jersey de coton. Je trouve ça trop rigide. Et le jersey de viscose, j'adore la fluidité. Après, bon, non, ben voilà. Je vais vous montrer du coup un t-shirt que j'ai fait plus récemment. Celui-là, je l'ai fait, je sais pas quand. Il y a déjà un petit bout de temps. Et là, je vais vous montrer du coup une deuxième version de ce patron du t-shirt Jeanne, avec les mêmes caractéristiques. Et cette fois-ci, j'ai tenu en compte mes petites boulettes précédentes. C'est-à-dire que j'ai fait ma bande de propreté dans un jersey. Et j'ai essayé de penser aux coutures, mais je pense qu'à un moment, j'ai re-oublié. Donc, du coup, j'ai fait une autre version, toujours avec la découpe du milieu. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai fait la bande de propreté avec un reste du t-shirt que j'avais. Vous pouvez voir ici, du coup, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, quand je fais la bande, je replie ici pour que ça fasse bien propre. Je les mets d'un bout à l'autre, je sais pas ce que vous allez voir, à peu près au niveau des coutures. Ça donne ça de ce côté-là. J'ai fait les bracelets de manches. Oui, j'ai fait des bracelets de manches qu'il faut que je rallonge. J'ai oublié de les rallonger du coup. Comme d'habitude, je fais une petite surpiqûre sur l'épaule. Bon, je sais pas, en fait j'aime bien, ça maintient. J'ai oublié de préciser aussi que maintenant sur les épaules, pour éviter qu'elles se détendent, vu que le tissu est vraiment élastique, je mets toujours, je sais pas si vous voyez, le petit truc blanc. En fait, c'est une bande de tissu rigide de coton que je glisse entre mes deux épaisseurs. Et ça va rigidifier, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un... Je sais pas comment ils appellent ça, c'est pas un droit fil, c'est un... Je sais pas, parfois il y a des bandes toutes faites dans le commerce de thermocollants. Franchement, vous embêtez pas, vous découpez dans vos chutes de coton dont vous n'avez aucun usage. Vous les glissez au moment de joindre vos deux, enfin endroit sur endroit. Vous glissez ça, ça passe à la surjeteuse et en fait ça permet de maintenir. Alors moi j'ai fait de sorte à ce que ce soit pris entre mes deux épaisseurs pour pas que ça se voit, mais si l'inconvénient c'est que si ça dépasse, je sais pas si je peux vous montrer, si ça dépasse, bah, le risque c'est qu'on le voit passer de l'autre côté. Ou alors vous pouvez directement coudre la bande en fait sur votre envers et puis au pire ça se voit juste sur quand votre t-shirt est à l'envers, on voit qu'il y a une petite bande blanche ici. Vous aurez qu'à regarder dans votre t-shirt du commerce, ça se voit. Parfois moi je m'arrange pour que cette bande en fait je la couds sur l'envers, mais elle apparaît ici de ce côté là, comme ça quand la couture est rabattue ça se voit pas. Bon, il faut vraiment être un maniaque des finitions, un peu comme moi, pour que ça vous dérange. Moi, je sais que j'aime pas trop ça, j'aime bien que ce soit beau. Mais typiquement, je crois que sur l'autre, ah non, l'autre, j'ai fait ça aussi. C'est sur un autre t-shirt où je l'ai pas fait pareil et du coup, ça se voit, mais c'est pas bien grave. Voilà donc pour mes deux t-shirts Jeanne. Là, par contre, j'ai pas fait le bas, il me semble. Je le ferai un petit peu plus tard avec ma recouvreuse. Mais là, c'est vrai que je l'ai pas forcément fait. Vu qu'on est lancé sur le jersey, je vais juste terminer avec deux autres créations en jersey
Enfin, du coup, vous allez retrouver ce que je viens de vous dire sur les t-shirts Jeanne. Donc en fait, j'avais dans l'idée de faire des t-shirts en jersey côtelé avec, vous savez, les manches qui font un peu chou-fleur, enfin pas chou-fleur, laitue ou je sais pas quoi, je sais plus comment on appelle ça dans le commerce. Et je voulais notamment une robe dans ce style-là, donc avec des manches courtes, le bord un peu rouloté, vous savez, en ondulation, et une robe très près du corps parce que c'est quelque chose que j'aime bien et qui me va bien. Et j'avais des jerseys dans mon stock, mais je voulais faire plusieurs essais avant de me lancer dans ces changements. J'ai fait plusieurs modèles. Et en fait, je suis repartie d'un t-shirt que j'avais déjà fait 2 fois de Direndo. Que tout le monde connaît, hein, je suis partie en fait de la robe givre, en sachant que du coup, le patron peut se couper ici, enfin les pièces de patron sont coupées ici, que moi j'ai relié cette partie haute avec cette partie basse en enlevant du coup la découpe, et je n'ai gardé que les manches courtes. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une robe qui est extrêmement cintrée ici. Et moi, je voulais un t-shirt qui tombe plutôt droit. Donc, sur mes pièces de patron, comme j'avais déjà fait le patron 2 fois et que je voyais bien que ça suivait la courbe de la taille dans les 2 cas, moi, en fait, sur la pièce de patron, j'ai redrassé, comme j'avais déjà réuni la pièce haut et la pièce bas. Enfin, voilà, c'est hyper simple à faire, hein, il n'y a pas à vous casser la tête. J'avais juste en fait à recréer une pièce de patron où je traçais de manière plus droite. Et donc du coup, ça m'a donné ceci. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'effectivement ici, sur le côté, c'est pas du tout en creux, voilà. J'ai fait une taille 38 parce que j'avais auparavant fait une taille 40, c'était bien trop grand, à la fois sur la robe et sur les t-shirts. Donc là, je suis partie sur du 38. C'est là où notamment j'ai testé ma première bande de biais, de propreté. Et bah, du coup, vous allez voir que ça se voit parce que là, j'ai un petit décalage sur ma couture, tout ça. Je sais pas ce que j'ai fait avec l'encolure, mais il y avait un... Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai une petite bande d'encolure ridicule. Bon, ça arrive. Et sur le côté, vous pouvez voir que j'ai du coup fait en fait un ourlet rouloté avec ma machine, avec ma Baby Lock, donc avec ma surjeteuse. Et j'ai mis le différentiel en fait de manière à étirer le tissu. Donc en fait, si vous voulez faire cette finition-là, hein, c'est hyper simple. Vraiment, vous prenez, donc moi j'ai une Baby Lock, vous avez sur les Baby Lock un différentiel, donc soit vous pouvez augmenter pour créer des fronces, soit vous pouvez baisser pour qu'en fait le tissu, quand il passe sous la surjeteuse, soit étiré au maximum. Ne faites pas ça avec un tissu, comment dire, n'étirez pas un tissu chaîne et trame parce que je sais pas ce que ça donnerait, mais ça risque de le déchirer. Par contre, sur un jersey, vu que c'est extensible, en fait votre tissu il est tiré, et donc quand il revient à la normale, il est frisoté, quoi. Donc là, c'est assez léger, hein. Vous pourriez... En fait, je sais pas si c'est parce que je l'ai mis et que je l'ai passé à la machine ou qu'au fur et à mesure, ça perd un petit peu de son côté laitue, mais après, j'ai pas mis du fil mousse. Il me semble que j'en avais pas. Je pense qu'avec du fil mousse, du coup, l'ourlet rouloté est bien plus beau et bien plus propre. Et je suis très satisfaite de ce t-shirt que j'aime beaucoup, mais qui en fait avec les températures est pas forcément, c'est pas forcément l'idéal. Et pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure avec le... Ah bah non, c'est toujours pas celui-là. Non, c'est toujours pas celui-là. Mais là, je sais pas si vous voyez mon fil jaune, c'est quand j'avais cousu en fait ma bande de coton pour la maintenir en fait ici pour pouvoir coudre et être sûr que ça ne dépasse pas ici. Bon, par contre, j'ai jamais enlevé les fils, bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette réalisation que j'aime beaucoup. Et pour vous montrer la différence, j'ai fait la robe dans le même tissu. Et là, je pense que vous allez voir que du coup, elle est beaucoup plus cintrée. Alors, c'est peut-être pas visible parce que, hop, voilà, si je vous la mets comme ça, vous voyez bien qu'ici, d'un seul coup, ça part vraiment sur les hanches.
J'ai fait tout pareil en fait, sinon ça change pas grand chose, hein. Bande de propreté, j'avais pareil maintenu ma petite bande, j'ai fait le truc laitue là, et j'ai pas fait de finition en bas parce que je voulais pas que ce soit trop rigide. Et par contre, j'ai pas fait de fente. J'ai pas fait de fente. Et ça me fait pareil une jolie petite robe, mais que j'ai pas vraiment mise pour la simple et bonne raison que j'ai pas de gilet ou de pull qui vont avec. Et donc, j'ai un peu froid si... En fait, là, pour le coup, pour l'hiver, il vaut mieux des manches longues. Bon, moi, mon but, là, c'était de tester, de voir un petit peu ce que ça donnait. Mais par contre, hyper agréable. C'est un jersey que j'avais eu au marché Saint-Pierre. J'avais eu deux couleurs. J'avais eu celle-ci et un gris plus foncé aussi que j'ai utilisé, mais qu'entre-temps, j'ai un peu... comment dire? J'ai un peu utilisé en ratant... Enfin, en fait, des projets comme ça, quand vous voulez tester, il y a toujours une phase de test, d'expérimentation. Et parfois, ça explique que y a du tissu qui soit pas gâché, mais qui soit utilisé à cet escient. Et moi, je tenais vraiment en fait à utiliser ça sur du jersey côtelé. Et donc, j'ai fait mes essais que sur du jersey côtelé, parce que sinon, je voyais pas l'intérêt en fait. Pour voir le rendu, j'avais besoin d'utiliser ce tissu-là. Et j'en avais acheté 2 mètres de chaque au marché Saint-Pierre. Mais le jersey côtelé, c'est une tannée à trouver. Surtout du jersey côtelé, vous voyez, qui soit vraiment extensible et qui revienne en place. Je vous parlerai la prochaine fois d'un désastre avec du jersey côtelé coton élastane qui ne revient pas en place. Et donc ça a donné lieu à un projet complètement raté aussi. Donc voilà. Donc petit conseil, quand j'ai remarqué 2 choses. Marché Saint-Pierre et Tissu Rennes à Paris. Quand vous trouvez, il y a plein de tissus, genre vous trouverez toujours des viscoses, du jersey coloré. Alors après évidemment les motifs, tout ça, ça peut changer, mais par contre, en termes de jeans et de jersey côtelé, si vous en trouvez qui vous plaisent, sautez dessus parce que ça part hyper vite et surtout ça ne revient jamais. Donc là, je sais très bien que la prochaine fois que j'en trouverai, je ne me poserai pas la question, je me prendrai un stock pour en avoir. Et les jeans, c'est pareil, j'ai déjà remarqué que parfois il n'y a rien, parfois d'un seul coup on a des jeans magnifiques, mais alors il faut sauter sur l'occasion, il ne faut pas se dire je reviendrai dans une semaine, il y aura du stock, ou ça change tellement vite et parfois c'est hyper dur à trouver. Enfin, surtout les jeans, les beaux jeans, des trucs style un peu coton chambré, un peu pas quali et pas terrible, ça il y en a toujours, mais certains jeans un peu blanchis ou alors un peu... ouais, je sais pas, des beaux jeans. Je sais que quand je vois les rouleaux et que je les vois, je saute directement dessus. Et effectivement, quand je repasse peu de temps après, il y en a plus ou c'est déjà plus les mêmes types de tissus. Donc voilà. Et écoutez, j'étais ravie de revenir pour ce micro podcast couture. Je ne sais pas comment font celles et ceux qui arrivent à faire un podcast couture en montrant je ne sais pas combien de pièces, parce que pourtant j'essaye de faire succinct à chaque fois, mais je me perds dans des détails, je me perds dans plein de trucs. Donc voilà, moi je vous aurais présenté 4 créations en sachant que j'en ai encore plein à vous montrer, mais ça donnera lieu à d'autres... Enfin, ça me permettra de revenir. J'ai notamment donc une chemise à froufrou à vous montrer, ainsi qu'une surchemise en jean. J'ai fait des tests aussi débardeurs, ce qui m'a permis de tester ma recouvreuse, de tester le pied le pied double biais. Enfin bref, où ça crée du biais, ça le coud en même temps sur votre tissu principal. C'est trop bien pour tout ce qui est débardeur, etc. Et sur ce, c'est tout.
Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.